Alors, bonjour à tous, je m'appelle Julie Dehévert, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie et doctorante au sein du laboratoire CRP-CPO de l'UPJV d'Amiens et au CIMU Santé, qui est un centre de pédagogie active multidisciplinaire également à Amiens. Donc je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ces interventions, dans le cadre notamment de cette semaine du cerveau, et nous allons justement faire du lien entre cerveau, communication, empathie, prise de décision, mémoire, mais aussi pédagogie, et quels peuvent être les apports de la neuropsychologie face à tout cela. Alors, il vous est peut-être déjà arrivé de consulter un professionnel de santé que vous n'avez pas senti très à l'écoute, car il a majoritairement regardé son ordinateur pendant la consultation, par exemple, ou parce qu'il s'adressait à un dictaphone, notamment pour gagner du temps face à l'écriture des comptes rendus juste après. Eh bien, moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Eh bien, ça, d'être face à un professionnel de santé qui n'est pas à l'écoute, cela a un impact. Ça a un impact sur quoi ? Eh bien, notamment sur le patient. Ça a un impact sur son ressenti, sur la satisfaction qu'il peut avoir après la consultation, la confiance aussi qu'il va avoir, qu'il va accorder notamment aux praticiens. Et cette confiance, ça va jouer notamment sur l'acceptation du traitement que va lui proposer le praticien, l'observance thérapeutique qu'il va avoir ensuite, c'est-à-dire est-ce qu'il va bien suivre le traitement par la suite au bon moment, est-ce qu'il va bien prendre dans la journée le bon nombre de fois. Et ça aura aussi un impact sur ses résultats de santé. Alors, notamment, plusieurs études se sont penchées là-dessus, sur l'impact de la communication empathique des professionnels de santé sur les patients, et des résultats ont pu démontrer qu'il y avait un impact notamment sur des résultats objectifs chez des patients notamment diabétiques. Alors, plusieurs explications peuvent être avancées, à savoir que si un clinicien est à l'écoute, le patient va se sentir davantage écouté, il va se sentir davantage digne d'attention, compris, plus en confiance aussi pour parler de ses symptômes, ce qui n'est pas toujours évident. Et le praticien va alors avoir davantage de détails, une meilleure perception du problème et va pouvoir établir un diagnostic plus précis et avoir une action donc plus spécifique. Ce qui va donc améliorer la santé du patient sur le court, le moyen, voire le long terme, mais aussi la santé du professionnel de santé lui-même, puisqu'il a été montré que des professionnels de santé empathiques diminuaient le risque de burn-out chez ces mêmes professionnels de santé. Donc finalement, un clinicien à l'écoute contribue à la création de cette boucle vertueuse. Le fait de faire preuve d'écoute, d'empathie, ça contribue donc à améliorer la compréhension réciproque entre professionnels de santé et patients, ce qui facilite la mise en place d'une relation de confiance et donc l'alliance thérapeutique. Et cette capacité d'empathie, c'est d'ailleurs une des qualités les plus attendues chez un médecin généraliste. C'est également cette même capacité qui est la qualité principale pour considérer d'un médecin que c'est un bon médecin, notamment un bon médecin généraliste par exemple. Il y a notamment une étude au Danemark qui a pu montrer qu'un médecin faisant preuve d'empathie était davantage susceptible d'être recommandé par sa patientèle. Alors on va un peu plus se pencher maintenant sur cette notion d'empathie, plus spécifiquement, et on peut définir l'empathie comme une capacité. Et une capacité de quoi ? Eh bien une capacité à ressentir une émotion en réponse à celle d'une autre personne, mais aussi être capable de prendre la perspective de l'autre, tout en étant capable de contrôler aussi ses émotions à soi. Et comme l'indiquait Friedman, ce qui est important finalement pour comprendre quelqu'un, ce n'est pas nécessairement d'avoir vécu son expérience, mais c'est d'être capable d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler de l'avoir vécu, cette expérience. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'on parle d'empathie, qu'on parle plutôt donc d'empathie et pas de sympathie ou de compassion ? Parce que bien souvent, c'est vrai qu'on utilise ces termes un peu de manière interchangeable, ce qui peut amener une certaine confusion de la signification de ces termes, et pourtant ils sont bien à distinguer. L'empathie, c'est le fait de prendre la perspective de l'autre, de comprendre autrui, donc de comprendre autrui autant sur son aspect émotionnel que sur ses pensées, ses croyances. La sympathie, c'est vraiment vivre avec la personne sa souffrance. C'est l'autre souffre, alors je souffre aussi. La compassion, c'est plutôt je remarque l'émotion de l'autre de manière bienveillante, j'ai un désir d'aller aider, une volonté de réduire sa souffrance, mais il n'y a pas forcément d'action après derrière. Donc il y a cette volonté en tout cas dans la compassion.
Et donc pour prendre des décisions de manière adéquate, notamment dans un cadre professionnel comme le cadre de la santé, est-ce qu'il faut être donc dans la sympathie, dans la compassion, dans l'empathie ? Eh bien on remarque que si on est dans la sympathie, finalement on va être un petit peu trop ancré dans les émotions de nos patients, et ça peut être source d'épuisement professionnel pour les professionnels de santé, parce que vous imaginez bien le nombre de patients qu'ils peuvent voir au cours d'une journée, au cours d'une semaine, s'ils sont en train de vivre l'émotion, ils souffrent avec leurs patients, avec chaque patient, ça sollicite rapidement un certain épuisement professionnel, et ce n'est pas non plus ce qui amène les meilleurs résultats cliniques, au contraire. Il faudrait donc plutôt faire preuve d'empathie, donc garder aussi cette distance entre les deux. L'empathie notamment peut être décomposée en dimensions qui sont indissociables afin de comprendre l'autre. On a donc des modèles en 2 voire 3 dimensions qui peuvent être utilisés. Le plus communément retenu, c'est le modèle en 2 dimensions avec la dimension affective et cognitive. Alors cette dimension affective, c'est vraiment ressentir une émotion face à l'émotion de l'autre. Et la dimension cognitive, c'est d'être capable de comprendre les pensées, les croyances, de prendre la perspective de l'autre. Et alors au niveau du cerveau, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce que c'est impliqué ? Quelles zones sont impliquées dans l'empathie ? Alors vous avez déjà certainement entendu parler de cette notion de neurone miroir. Eh bien on a longtemps mentionné les neurones miroirs comme étant la base neurobiologique de l'empathie en particulier. Et les neurones miroirs, ce sont des neurones qui s'activent à la fois lorsque l'on observe une action, mais aussi lorsqu'on réalise cette action. Par exemple, si j'observe quelqu'un en train de manger, il y a certaines zones qui vont s'activer dans mon cerveau, et quand je vais réaliser également cette action de manger, ce sont ces mêmes zones qui vont s'activer aussi. Et bien dans l'empathie, il y a aussi une théorie qui implique ces neurones miroirs en lien avec l'empathie, mais ça montre certains signes de faiblesse, cette théorie, puisque les critiques se basent sur les tâches utilisées, qui confondent notamment le fait d'imiter volontairement une émotion et l'expérience subjective de cette émotion. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, puisque le fait d'imiter volontairement une émotion, ce n'est pas la même chose que l'émotion que je ressens face à cette émotion intérieurement. Et donc l'empathie va au-delà du simple mimétisme ou de l'imitation volontaire. C'est un vrai travail mental qui est plus important, un vrai travail d'imagination, de représentation de ce que l'autre ressent. Donc il y a eu une certaine confusion entre neurones partagés qui ne sont pas forcément synonymes d'implication des neurones miroirs. C'est pas parce qu'une même zone est impliquée que c'est la même chose. Par exemple, vous avez la zone motrice qui peut s'activer aussi bien si vous êtes en train de manger que si vous parlez allemand. Ce qui n'est pourtant pas tout à fait la même chose. Alors, qu'est-ce qu'il en est des zones cérébrales impliquées ? Alors, comme le cerveau fonctionne en réseau, il n'y a bien sûr pas une seule zone spécifique pour l'empathie, mais bien plusieurs zones cérébrales impliquées. Et parmi ces zones, on peut évoquer le cortex somatosensoriel, qui est en fait une zone qui reçoit les informations qui proviennent de la surface de notre corps, autant qui proviennent des yeux, qui proviennent de la face, qui proviennent des bras, par exemple. Et donc, ce qui serait impliqué, c'est notamment le cortex sensoriel au niveau de l'hémisphère droit, qui serait impliqué dans le traitement des émotions, notamment de l'expérience émotionnelle, mais aussi de la reconnaissance de certaines émotions. Notamment les régions aussi à l'avant du cerveau, ce qu'on appelle le lobe frontal, seraient particulièrement impliquées dans l'empathie, et notamment celles qui sont très à l'avant de ce lobe frontal, qu'on appelle le cortex préfrontal, et notamment cette zone en orange que l'on appelle la zone orbitofrontale, parce qu'on a pu constater que chez des patients, lorsqu'il y avait une lésion à ce niveau, au niveau préfrontal, eh bien, il y avait une détérioration des comportements interpersonnels, et notamment d'empathie. Alors d'autres zones cérébrales au niveau des tempes, donc au niveau du lobe temporal, sont aussi impliquées, notamment du côté droit du cerveau, dans ces comportements d'empathie. Et il semblerait également qu'il y ait des circuits neuronaux distincts selon si on utilise plutôt l'aspect affectif de l'empathie ou plutôt l'aspect cognitif de l'empathie qu'on a vu juste avant dans le modèle en 2 dimensions. Alors au niveau de ce qu'on a évoqué précédemment, à savoir l'importance de l'empathie dans la relation de soins, on s'attend donc à ce que ces capacités d'empathie chez les professionnels de santé soient particulièrement développées.
Et c'est ce sur quoi s'est penchée notamment une étude. Elle a essayé de savoir un petit peu comment se positionner des étudiants en santé en première année par rapport à des étudiants qui n'étaient pas dans un cursus de santé. Et ils ont pu mettre en évidence qu'effectivement, des étudiants en santé de première année, donc en médecine, en pharmacie, mais aussi en soins infirmiers, avaient des capacités d'empathie qui étaient supérieures à celles d'étudiants qui étaient dans d'autres cursus, notamment en droit ou en commerce. Et donc intuitivement, si l'on en suit aussi cette idée, on s'attend à cette évolution, à savoir que ces capacités d'empathie, notamment chez les étudiants en santé, vont continuer à se développer, à évoluer chez ces professionnels de santé, jusqu'à l'obtention du diplôme. Eh bien, en réalité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il semblerait qu'on soit plus proche de cette évolution. Des études ont effectivement pu mettre en évidence, au contraire, un déclin significatif des capacités d'empathie entre la première année et la dernière année d'études. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui pourrait être en lien avec ces résultats ? Qu'est-ce qui pourrait influencer ces capacités d'empathie chez les étudiants en santé ? Eh bien, de multiples facteurs ont pu être envisagés et pourraient concourir à expliquer ce déclin, à savoir le fait que dans les études en santé, il y a une certaine valorisation de la neutralité bienveillante, mais aussi de garder une certaine distance professionnelle. Cela pourrait aussi être dû au fait qu'on est en compétitivité avec ses camarades, notamment avec les concours. Ça pourrait aussi être lié à la charge de travail, le nombre de patients qu'on doit voir dans une journée, dans une semaine, la pression temporelle aussi, l'urgence, voilà, il y a les patients qui s'accumulent dans les urgences, il faut que je me dépêche. Le manque de sommeil, voilà, j'ai fait une garde de 24 heures, est-ce que j'ai toujours autant d'empathie, surtout si les gardes s'accumulent au fur et à mesure des mois. Donc il y a ces facteurs qui sont envisagés, mais aussi le fait peut-être qu'il y a moins d'interactions humaines, du fait qu'on utilise peut-être davantage de technologies de nos jours en santé, les hospitalisations qui sont de plus en plus courtes, l'habituation aussi peut-être à la détresse physique ou émotionnelle des patients, à force de voir des patients qui sont dans une certaine détresse, ou encore le fait qu'il y a encore peu de formations vraiment dédiées au fait de développer ces capacités d'empathie. Donc vous voyez, on a envisagé finalement plein de facteurs et tous ces facteurs pourraient concourir à expliquer ce déclin. Alors maintenant, en recherche en psychologie, comment est-ce que l'on fait pour évaluer, pour mesurer cette empathie ressentie subjectivement ? Eh bien, en recherche, on peut utiliser notamment des échelles qu'on appelle les échelles d'auto-évaluation, telles que celle-ci, qui s'appelle donc The Basic Empathy Scales. Et donc, ce sont des échelles que l'on peut proposer à des participants, à des patients, à des professionnels en santé, et on leur demande donc d'indiquer ce qui correspond le plus à ce qu'ils pensent être vrai pour eux. Donc, ils ont pour cela une échelle. Ici, c'est une échelle en 5 points, donc fortement en désaccord jusqu'à fortement d'accord. Et donc, ils doivent lire la consigne, compléter, et à la fin, on obtient un score global d'empathie. Et cette échelle en particulier permet même de distinguer deux sous-scores. Donc là, un sous-score cognitif qui est donc plus concentré sur le versant cognitif de l'empathie, et un sous-score affectif, donc il est même possible de distinguer les deux. Donc c'est une échelle de Carré et collaborateurs. Et il existe également, bien sûr, beaucoup d'autres échelles pour mesurer l'empathie, donc je vous en ai mis encore d'autres en exemple, mais il est donc possible d'utiliser ces échelles d'auto-évaluation pour obtenir un score et avoir un aperçu de cette empathie ressentie subjectivement. Et maintenant, au-delà de cette empathie ressentie, que je ressens moi personnellement, qu'est-ce qu'il en est de l'empathie exprimée et perçue par autrui ? Parce que si moi, en tant que psychologue, je ressens une émotion face à ce que me dit mon patient, et que j'arrive à prendre la perspective qu'il m'indique, même si ce n'est pas forcément la mienne, mais que finalement ça ne se voit pas, que mon patient ne le ressent pas de l'extérieur, eh bien ça ne va pas concourir à l'alliance thérapeutique que l'on recherche. Et donc cette empathie exprimée, perçue par autrui, ça se transparaît au travers de quoi ? Eh bien ça se transparaît au travers de nos comportements de communication. Et alors la communication, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, pour définir la communication, on pourrait faire référence à cette définition, à savoir que la communication, c'est un échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur. Alors c'est effectivement bien souvent la chose à laquelle on pense en premier. La communication, c'est le fait de parler. Or, quand on est par exemple dans une salle d'examen,
qu'il ne faut plus parler parce qu'on est en train de distribuer les copies d'examen. Et par exemple, moi je suis dans une rangée du fond, j'ai une amie qui est plutôt dans les rangées du début, elle a déjà eu son sujet, elle a déjà pu lire un petit peu le sujet. Moi je ne l'ai pas encore eu, elle se retourne vers moi et elle me fait les gros yeux. Qu'est-ce que je vais comprendre ? Je vais comprendre que c'est le sujet qu'on redoutait. Et donc ça aussi, c'est un comportement de communication, pourtant il n'y a pas eu de mot utilisé, mais c'est bien un comportement de communication également. Donc cette définition finalement, elle est valable, oui, mais il y a aussi bien d'autres choses. C'est finalement incomplet parce que ce n'est qu'une partie de la communication, l'aspect verbal. Donc comme on l'a dit, la communication verbale est donc importante, mais pas que. Et donc dans la communication verbale, elle implique quoi ? Elle implique les mots que l'on utilise, le poids des mots. Par exemple, si je vous dis « Préféreriez-vous sauver les 3/4 des habitants dans un immeuble en flammes ou en laisser périr un quart ?» Eh bien, vous avez bien sûr remarqué que les deux questions sont équivalentes, mais la plupart des personnes qui sont interrogées vont choisir la première option. Également, si je vous dis 2 réformes sont envisagées pour le cursus d'entrée en master. Avec le plan A, 25% des étudiants auront une chance d'être admis, et avec le plan B, les 3/4 des étudiants seront refusés. Et bien là, à nouveau, la plupart va choisir le plan A. Ce qui montre quoi ? Ce qui montre que la façon dont sont posées nos questions va influencer les réponses, et que donc la communication façonne nos décisions, mais pas que. La façon dont on communique verbalement va aussi avoir une influence sur l'anxiété, par exemple. Si en tant que médecin, vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer à votre patient, des études ont pu montrer que le fait de dire « vos symptômes sont malins », ce qui est donc un style direct, serait plus anxiogène, notamment pour les patients, que de dire « vos symptômes ne sont pas bénins », ce qui est là un style indirect. Donc finalement, la façon dont on agence aussi ces mots, le style que l'on utilise va aussi avoir une influence, tant sur la façon dont on prend nos décisions que sur l'anxiété que l'on peut ressentir. Et donc on a bien vu que le verbal, c'était important, mais qu'il n'y a pas que ça. Alors qu'est-ce qu'il y a aussi au-delà du verbal ? Eh bien, il y a aussi ce qu'on appelle le paraverbal, qui est en fait finalement tout ce qui entoure les mots. C'est par exemple le débit de la voix, si par exemple je me mets à parler très très vite, ça peut transparaître par exemple un comportement d'anxiété, le ton, si j'ai une intonation très basse ou très monotone où je parle mais je ne mets pas du tout d'accent, ça n'aura pas du tout la même signification, ça n'aura pas le même message véhiculé que si j'accentue bien sur chaque mot que je souhaite vous faire comprendre. Ça peut être aussi l'articulation, le volume, et tout cela, ça va aussi entrer en jeu dans la communication. Par exemple, si vous avez une réunion parents-professeurs et que vous êtes le professeur et que vous recevez lors de cette réunion un élève avec son papa qui entre et qui vous dit « Ah, c'est vous le professeur !» Bon, voilà, vous dites bien que les prochaines minutes risquent d'être assez longues. Alors que si, à nouveau, un élève entre avec son papa et qu'il dit la même chose, mais cette fois de cette façon « Ah, c'est vous le professeur !» Bon, bah là, les 10 prochaines minutes risquent d'être un peu plus sympathiques. Donc il y a 1000 intonations possibles, et rien qu'au travers de ce paraverbal, on n'a pas la même signification qui peut transparaître au travers de cela. Et au-delà aussi de ce paraverbal, il y a une autre dimension, c'est le non-verbal qui est important également. Ça fait référence à quoi le non-verbal ? Eh bien c'est le langage du corps. Ça fait référence à la posture, à l'expression du visage, au regard, mais aussi aux gestes. Est-ce que j'utilise des gestes parasites ou est-ce qu'au contraire ce sont des gestes qui appuient mon discours ? La distance interpersonnelle entre deux personnes qui va donc là aussi communiquer des informations. Si ce sont deux personnes qui sont très proches, à une distance très faible, on aura l'hypothèse que ce sont des personnes qui se connaissent très bien. Alors que si vous êtes à grande distance, ça peut être véhiculer un message donc que c'est une première rencontre, que ce sont encore des inconnus. Et donc, par exemple, si vous avez une situation où, pour entrer dans un cursus en particulier, vous avez un entretien à passer de quelques minutes, vous êtes donc membre du jury de cet entretien, et il vous reste seulement une place pour accepter un étudiant dans votre parcours. Vous recevez donc les 2 derniers étudiants qui, tous deux, répondent très bien aux questions que vous avez posées.
Seulement, le premier étudiant va lui bien vous regarder dans les yeux, il va hocher de la tête pour acquiescer ce que vous dites, il va utiliser aussi ses mains pour appuyer son propos. Et le second étudiant, lui, va fuir votre regard, il va plutôt regarder ailleurs, il va faire beaucoup de mouvements parasites, il va bouger sur sa chaise, avoir sa jambe qui tremble, éviter votre regard donc. Et donc pour choisir qui des deux va donc entrer dans votre parcours, vu que les deux ont très bien répondu aux questions, il y a de grandes chances que vous choisissiez le premier étudiant. Ce qui montre aussi l'importance du non-verbal également. Et donc, quoi qu'il en soit, la communication, qu'elle soit verbale, paraverbale ou non-verbale, ça va façonner nos décisions. Avez-vous également déjà remarqué le phénomène de mimétisme comportemental et postural ? Dans notre quotidien, nous avons tous tendance à mettre en place ce phénomène de communication en miroir. Quand je rencontre quelqu'un qui a une certaine façon de parler, à savoir un volume plutôt très bas, très calme, très posé, et admettons que moi j'ai plutôt une tendance à parler très fort, et bien lorsque je vais discuter avec cette personne, je vais avoir tendance finalement à me rapprocher de son intonation de voix, et donc à mettre un peu en miroir. Et ça un peu sans m'en rendre compte. De même, si je discute avec une personne et qu'au bout de quelques minutes, la personne en face de moi croise les bras, et bien quelques secondes après, moi aussi je vais me mettre à croiser les bras. C'est un petit peu ce qui se passe de manière un petit peu sans s'en rendre compte, quoi. Ça se passe assez souvent. Et bien ce phénomène notamment aide à la relation empathique et concourt à la perception d'empathie également. Alors comment est-ce que l'on peut mesurer, à nouveau, évaluer la communication et l'empathie perçue ? Eh bien il est possible d'utiliser notamment ce qu'on appelle des grilles d'observation, telles que celle-ci, que l'on utilise notamment dans le cadre de ma thèse, que l'on a pu construire. Et l'objectif de ce type de grille, c'est d'attribuer un score au comportement de communication que l'on observe. Bien sûr, on a à côté le détail de ce qui va entrer en compte pour attribuer 1, 2 ou 3 points. Et grâce à ce type de grille, il est possible de l'utiliser directement. Donc j'observe une situation de communication par exemple, et je complète la grille pendant que la situation est en train de se passer en direct. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une utilisation online. Il est aussi possible d'utiliser ce type de grille en différé, c'est-à-dire que la même situation, je peux la filmer, comme ce qui se passe aujourd'hui, je peux la filmer, je peux l'enregistrer, la visionner quelques jours après, et faire play, pause, la reprendre, et utiliser cette grille d'observation donc en différé. Eh bien, ce type d'utilisation, on l'appelle offline. Et donc, pour que la cotation soit bien sûr objective, homogène, il y a plusieurs juges qui vont intervenir et coter cette grille. On va comparer les scores que l'on donne. Et puis, si jamais on n'est pas d'accord alors qu'on a la même grille, eh bien, on va faire entrer en jeu une autre personne pour harmoniser les cotations et être le plus objectif possible. Alors, ainsi qu'on a pu le dire juste avant, la façon dont on communique va influencer nos décisions. Et maintenant, qu'est-ce que c'est que prendre une décision ? Alors tout d'abord, il est possible de parler de prise de décision uniquement lorsqu'il y a plusieurs actions possibles. D'ailleurs, que ces actions aient une conséquence positive ou négative. Donc il faut qu'il y ait plusieurs actions possibles. Parce qu'en effet, si je dois sortir dans quelques minutes, il fait froid dehors, et je dois donc enfiler un manteau, si je n'ai qu'un seul manteau dans mon placard, je n'ai pas le choix, je vais mettre celui que j'ai. Alors que si j'ai plusieurs manteaux, et bien là, c'est à ce moment-là que je vais devoir effectuer un choix. En tous les cas, prendre des décisions, c'est intrinsèquement prospectif, c'est-à-dire que c'est intrinsèquement orienté vers le futur, que ce soit un futur très proche, comme là dans l'exemple avec le manteau, c'est dans la seconde que je vais l'enfiler. Par contre, il peut y avoir donc une implication un peu plus à moyen ou long terme. C'est possible aussi. En tous les cas, c'est intrinsèquement prospectif. Maintenant, est-ce que jugement et prise de décision sont synonymes ? À nouveau, on utilise bien souvent ces termes de manière interchangeable. Pourtant, non, ce ne sont pas des termes synonymes puisqu'ils n'impliquent pas le même nombre de processus, jugement et prise de décision. Le jugement correspond au fait de générer des alternatives et d'évaluer les solutions. La prise de décision, quant à elle, elle comprend aussi la sélection de solutions, l'initiation de l'action. Donc finalement,
le jugement serait plutôt une sous-étape du processus de décision qui, lui, en fait, serait plus global. Prendre une décision, c'est donc effectuer un choix entre plusieurs modalités d'action possibles lorsqu'on est confronté à un problème, et le but est bien sûr de le résoudre en traduisant ce choix qui est fait en un comportement qui est donc une séquence d'actions. Il faut toutefois noter qu'il existe un certain manque de consensus à savoir où s'arrête la prise de décision. Est-ce qu'elle s'arrête au moment où j'initie l'action ou est-ce qu'elle s'arrête plutôt au moment où l'action est terminée, au moment où j'évalue l'action et que je me réajuste. Donc il y a un certain manque de consensus dans la littérature à savoir où s'arrête cette prise de décision. Quoi qu'il en soit, prendre des décisions, c'est une nécessité dans notre quotidien. Et c'est très bien illustré notamment au travers du dilemme de l'âne de Buridan. Dans ce dilemme, un âne souffre autant de faim que de soif et se trouve à égale distance d'un seau d'eau et d'une botte de foin. Il est dans l'impossibilité de choisir et il finit par mourir de faim et de soif. Alors cette histoire tragique démontre quoi ? Que prendre des décisions, c'est une nécessité dans notre quotidien, même si choisir, c'est renoncer. C'est renoncer à quoi ? Bien, c'est renoncer aux autres alternatives, même si ce n'est que dans un premier temps. Et dans notre vie de tous les jours, nous sommes constamment confrontés au fait de devoir prendre des décisions comme fromage ou dessert, thé ou café, mer ou montagne, louer ou acheter. Dans ces exemples, il n'y a pas forcément d'urgence. Si par exemple je discute avec une amie de nos prochaines vacances, ce n'est pas grave si on n'arrive pas à se décider ce soir si on va plutôt à la mer ou à la montagne. Par contre, il existe à la différence des décisions qu'il est nécessaire de prendre sous contrainte et notamment sous contrainte temporelle, donc dans l'urgence. Par exemple, vous êtes en examen, vous avez un petit peu mal géré votre temps pendant l'examen, il vous reste 2-3 minutes et vous avez encore une question assez longue à rédiger. Alors soit vous décidez de tenter cette dernière question, soit vous devez relire aussi vos autres questions. Mais là, il va falloir choisir parce que vous n'aurez pas le temps de faire les deux, et le temps presse. Et vous avez d'autres situations comme ça au quotidien. Par exemple, vous devez vous rendre à l'aéroport, vous avez un avion pour lequel vous êtes un peu juste, et donc vous arrivez à l'embranchement, vous êtes tout proche de l'aéroport. Bien sûr, les sorties se ressemblent toutes, et là, votre GPS ne capte plus de réception satellite, et la sortie est imminente. Il faut faire un choix. Quelle sortie je vais décider d'emprunter ? Et donc ça peut aussi être des situations comme celle-ci, à savoir celle qu'on voit souvent dans les films avec les démineurs qui doivent choisir entre fil rouge, fil bleu, il nous reste 12 secondes. Et là, dans ce type de situation, on a toujours la contrainte temporelle, donc l'urgence, et en plus, on a l'enjeu qui est vital derrière. Eh bien, ce type de situation à enjeu vital sous pression temporelle, c'est notamment le type de situation auquel sont confrontées quotidiennement les personnes avec qui je travaille, en médecine d'urgence également. Alors qu'est-ce qu'il en est quand on doit prendre des décisions et que l'on n'a pas le temps au niveau comportemental et au niveau cérébral ? Eh bien au niveau comportemental, ce qu'on peut voir, c'est que l'incertitude et la pression temporelle engendrent bien souvent une gestion de la situation où va s'entremêler réflexion et action. Parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir puis d'agir. Le temps presse. Donc on commence à réfléchir, mais on débute déjà une action et puis on continue de réfléchir pendant qu'on fait cette action. Et au niveau cérébral, qu'est-ce qu'il en est ? Eh bien, avec de l'imagerie cérébrale, les chercheurs ont pu regarder à quel point certaines zones s'activaient lors de décisions prises sous pression temporelle. Et ils ont notamment pu mettre en évidence l'activation d'une structure qui s'appelle le striatum et qui permet en fait de passer outre l'inhibition globale du système moteur, c'est-à-dire qu'en fait elle permet de faire une action plus rapidement, voire même de manière prématurée. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au niveau cérébral, ça vient confirmer ce que l'on observe au niveau du comportement, cet enchevêtrement entre réflexion et action lorsqu'on prend une décision dans l'urgence. Et alors, comment est-ce qu'on peut également évaluer ces capacités de prise de décision en psychologie ? Eh bien, en psychologie, on peut utiliser des tâches informatisées, comme celle-ci, qui va donc impliquer des mouvements de points. Donc, le participant va devoir indiquer le plus vite possible
le sens de déplacement d'une partie des points, soit vers la droite, soit vers la gauche, alors que le reste des points se déplace plutôt de manière aléatoire. Donc il y a plusieurs essais, il y en a environ une soixantaine, et donc on mesure très précisément le temps de réponse pour chaque décision, où il y a donc 2 alternatives, soit la droite, soit la gauche. Il est aussi possible d'utiliser un autre type de tâche informatisée qui implique cette fois des situations plus complexes, plus écologiques aussi, plus écologiques, c'est-à-dire plus proches du milieu naturel. Et ce type de tâche, c'est notamment une tâche que l'on a développée dans le cadre de la thèse sur laquelle on travaille. Et c'est une tâche qui implique donc des situations plus complexes, des situations notamment de soins en santé, puisqu'elles sont à la destination d'étudiants en santé, ces vidéos. Et l'étudiant va donc voir la vidéo et interrompre la situation au moment où il se passe quelque chose d'urgent. Il va donc cliquer, interrompre la vidéo, indiquer la décision, l'indice aussi sur lequel repose la décision, puis reprendre la vidéo et à nouveau indiquer une autre décision s'il le souhaite durant la vidéo. Donc là aussi, on a des mesures très précises du temps de réponse à la milliseconde près, et il est tout à fait possible d'adapter ce type de tâche avec d'autres vidéos, notamment dans le domaine de l'enseignement, par exemple. Finalement, donc, capacité de prise de décision comme communication et empathie peuvent se mesurer, mais peuvent-elles se travailler et se développer ? Alors, on entend souvent, effectivement, que l'empathie, c'est une capacité innée, que soit on est avec, soit on ne naît pas avec. Eh bien non. Ce n'est pas une capacité innée, tout comme les capacités de communication et de prise de décision. Cela peut se travailler, cela peut se développer, mais alors comment ? Car il existe encore finalement peu de formations qui soient spécifiquement dédiées dans les programmes de formation, notamment par exemple en santé. Et il existe diverses méthodes qui peuvent être envisagées, comme par exemple passer par de la théorie, passer aussi par des exemples à l'écrit, par exemple un scénario à l'écrit, plusieurs propositions d'action, et donc il faut entourer celles que l'on déciderait de mettre en place face à cette situation, ou encore demander de définir ce que c'est qu'une bonne communication à l'écrit. On peut aussi passer par des discussions, des échanges de pratiques dans des groupes de parole, par exemple. Ça peut être aussi des vidéos de situations cliniques, par exemple, où on peut discuter de la communication du praticien. Ça peut être des jeux de rôle, ou de la simulation, donc là dans des contextes plus immersifs, ou alors d'autres méthodes encore. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour de la prise de décision, de la communication ou de l'empathie, il est souligné l'importance de solliciter une composante pratique. Le meilleur modèle d'ailleurs pour développer les capacités de communication en santé, ce serait d'ailleurs un module en 3 parties, avec une partie didactique, une partie d'illustration avec des vidéos, et puis une partie pratique avec des retours de pratique. Alors il existe encore peu de formations qui soient spécifiquement dédiées dans les programmes de formation, et encore moins qui intégreraient cette dimension pratique. La simulation, elle permet de travailler dans un environnement sécurisé, spécifique et immersif ses capacités. Et comment est-ce qu'on pourrait faire pour se concentrer spécifiquement sur les compétences de base avant même de le faire dans un environnement clinique, dans un milieu immersif ? Eh bien, il peut être intéressant de penser en dehors de la boîte pour aller se nourrir de méthodes pédagogiques telles que l'improvisation théâtrale, par exemple. Alors, l'improvisation théâtrale, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est une pratique qui est inhérente au théâtre. Mais alors, le théâtre, qu'est-ce que c'est également ? Eh bien, le théâtre, ça implique la rédaction d'un scénario, d'un script, pour lequel les acteurs vont ensuite s'entraîner, répéter, avant la mise en scène, la représentation scénique avec des accessoires, avec un décor. Eh bien, la particularité de l'improvisation théâtrale, c'est qu'il n'y a pas de script, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas d'accessoires et il n'y a pas de décor non plus. En un temps limité, les acteurs, d'égal à égal, vont devoir raconter des histoires de manière collaborative. Chacun va apporter sa pièce au puzzle, sa contribution à l'histoire, et cela en respectant un cadre composé de valeurs comme la bienveillance, mais aussi de règles. Et pour cela, la pratique de l'improvisation théâtrale est composée d'un temps d'entraînement avec des exercices qui permettent de cibler
des compétences bien spécifiques comme le lâcher-prise, les émotions, la communication non verbale par exemple. Et il y a aussi un temps en scène, avec ou sans spectateur d'ailleurs. Ça peut être aussi sous un format spécifique comme le match d'improvisation. Et à ce moment-là, un thème est annoncé. Par exemple, le thème entretien d'embauche. Et là, il y a quelques secondes pour décider du personnage. Est-ce que je suis plutôt jeune, je suis plutôt âgée, est-ce que j'ai un accent, est-ce que j'ai une démarche, une posture particulière, quel contexte j'imagine, et il faut entrer en scène. Donc finalement, pour développer des histoires ensemble, sans préparation, sans texte préétabli, de multiples compétences sont donc sollicitées, comme finalement la prise de décision dans l'urgence, mais aussi le fait d'être réactif, à l'écoute de ce que va proposer l'autre. Il faut donc être flexible également, il faut collaborer et il faut aussi être créatif. Et donc ça permet finalement de prêter attention, de travailler, mais aussi d'apprendre à maîtriser nos manières de communiquer, de prendre conscience du point de vue de l'autre, parce qu'on a des exercices par exemple de switch and change, où on est deux personnages en scène, je joue le rôle de mon personnage, l'autre à son personnage à lui, et on nous donne un signal et il faut intervertir. Donc là je dois prendre la perspective de l'autre personnage, je dois prendre ses émotions, l'incarner. Et donc ça peut permettre de travailler aussi la prise de perspective et donc l'empathie, mais aussi la prise de décision dans l'urgence et donc la flexibilité face à l'inattendu qui est donc la proposition de l'autre. Donc finalement, improviser, ce n'est pas faire n'importe quoi. Et des études notamment sur l'improvisation dans le cadre musical ont pu montrer qu'au contraire, lorsqu'un musicien improvise, eh bien, au niveau cérébral, les régions qui sont impliquées, ce sont des régions particulièrement impliquées dans le contrôle, et notamment dans le surcontrôle. Alors c'est pourquoi l'intérêt ensuite a été perçu d'appliquer les stratégies de l'improvisation théâtrale dans un environnement non théâtral, et dont la finalité est autre que la représentation sur scène. On parle alors d'improvisation appliquée. Et donc l'improvisation appliquée, c'est une forme d'apprentissage par les pairs, qui peut être transposé à des domaines différents, notamment professionnels, tels que l'enseignement, le management ou encore la santé. Et dans le cadre de la santé, on peut distinguer deux types d'applications, ce qu'on appelle l'improvisation thérapeutique, qui peut être appliquée à des patients, dont l'usage se rapproche de ce qui pourrait être fait en thérapie, et puis l'improvisation médicale, qui peut être appliquée, adaptée à la formation des professionnels de santé. Et lorsqu'on parle d'improvisation dans le cadre de la formation en santé, on peut entendre dire ou penser un professionnel de santé qui improvise, c'est un professionnel de santé qui n'a pas anticipé, qui n'a pas préparé, qui est pris au dépourvu ou qui manque de rigueur. Eh bien, c'est pourtant faux, parce que l'improvisation est omniprésente et nécessaire dans le quotidien de nombreux professionnels, notamment en santé. Quelle que soit la rencontre avec une personne en demande de soins, malgré bien sûr l'existence d'un cadre structuré, il y a toujours un certain niveau d'improvisation et d'autant plus en situation d'urgence. Par exemple, on est dans un immeuble, une personne doit être évacuée sur une civière, la civière ne passe pas dans la cage d'escalier, eh bien il faut improviser. Et donc il est nécessaire d'improviser pour s'adapter à la spécificité de la situation et du moment. Et c'est d'ailleurs affirmé par des professionnels de santé eux-mêmes, comme le cite Moucher en 2018. J'espère qu'on est tous en capacité à un moment de sortir du cadre pour faire quelque chose qui n'était pas prévu, pas écrit, pas dans les cases, et que peut-être collectivement on n'a jamais vécu. Donc professionnels de santé comme improvisateurs doivent se préparer à l'imprévisible. Et au travers de ces multiples applications de l'improvisation, eh bien, des travaux de recherche commencent à se faire et mettent en avant de multiples effets bénéfiques, notamment sur la mémoire, mais aussi sur la créativité, sur l'anxiété, sur le bien-être ou encore la communication. Et donc si j'ai, grâce à l'improvisation théâtrale, une meilleure mémoire, eh bien, je parviendrai davantage à me souvenir des connaissances pour l'examen de demain. Si j'ai une meilleure créativité, eh bien, j'aurai un panel plus large pour, par exemple, argumenter lorsque je dois faire un commentaire composé. Si mon anxiété est réduite, eh bien, lorsque je devrais faire une présentation à l'oral, eh bien, j'arriverai peut-être un peu mieux à maîtriser cette anxiété et à être plus à l'aise. Et donc, si je m'exprime mieux, peut-être que j'arriverai là aussi
à mieux prendre la parole, à répondre aux questions sans que ce soit préparé à l'avance. Et donc je vous propose maintenant de voir comment est-ce qu'il est possible de relier toutes les notions qu'on a pu voir depuis le début, à savoir communication, empathie, prise de décision, improvisation, qui est en fait l'objet de la thèse sur laquelle je travaille et qui mêle donc ces différentes notions avec de la simulation. Et pour cela, je vous propose de reprendre, de visualiser ce travail en faisant du lien avec les étapes de réalisation d'un film. Et cela depuis l'idée initiale jusqu'à sa sortie en salle. Alors tout d'abord, l'idée de cette réalisation, de ce travail de thèse donc, c'est de permettre de développer les compétences d'étudiants en santé grâce à une formation qui utilise l'improvisation appliquée et par le biais de la simulation. Voici ici l'idée qui a donc inspiré cette thèse, qui est donc l'équivalent de notre synopsis. Et pour cela, une équipe interdisciplinaire a été constituée entre l'association en santé mentale des étudiants en santé d'Amiens, la boîte d'impro, le CIMU Santé, l'UFR des arts, de psychologie et de médecine de l'UPJV d'Amiens, qui est donc l'équivalent de notre équipe de production et de réalisation. Concernant les acteurs ciblés, nous avons sollicité des étudiants en santé de différentes disciplines, donc en médecine, en orthophonie, en soins infirmiers, en maïeutique, mais aussi des étudiants en arts. Et pour cette réalisation, une préparation spéciale des acteurs est prévue, avec tout d'abord un temps de formation d'une 20aine d'heures grâce à l'improvisation, puis le temps de tournage en contexte grâce à la simulation, où les étudiants tiendront le rôle de soignants et les étudiants en art le rôle de patients simulés. Donc en amont, les étudiants en santé ont été formés à l'improvisation appliquée par Magali Kiliko, qui est comédienne et formatrice professionnelle en improvisation. Cela tout comme les étudiants en art qui ont aussi pu se former à la flexibilité relationnelle et aux compétences théâtrales spécifiques pour incarner le rôle de patient simulé. Cela pour amener aussi les étudiants à mettre en application ces acquis dans un contexte clinique sécurisé. Et bien des séances de simulation ont ensuite été organisées, qui est donc l'équivalent de notre second temps, le temps de tournage. Pour cela, des scénarios ont été spécifiquement élaborés, par exemple une patiente atteinte de tuberculose pulmonaire agacée d'être encore en isolement. Les scénarios présentaient uniquement le contexte général pour les étudiants en santé et étaient plus détaillés, plus spécifiques pour les étudiants en théâtre, avec notamment des indications médicales, le contexte familial et professionnel, pour quand même avoir une trame de fond à partir de laquelle ils pouvaient ensuite improviser. Alors qu'en est-il du cadre ? L'environnement spécifique et dédié à la simulation qui est le CIMU Santé d'Amiens nous a permis de répondre aux besoins de ces situations, qui est donc l'équivalent de notre plateau de tournage. Alors par rapport au déroulement de ces simulations, qui est l'équivalent du jour du tournage, eh bien tout d'abord un briefing permettait d'expliquer les objectifs mais aussi les règles de la séance. Et puis un étudiant en santé rejoignait l'un des étudiants en art en simulation pendant environ 10 minutes. Et puis les mises en situation avaient lieu donc dans cette pièce qui simulait une chambre d'hôpital et équipée aussi de 2 caméras, ce qui permettait donc au reste du groupe, qui était dans une autre salle, et équipé donc d'un projecteur pour retransmission en direct, d'avoir finalement le retour de ce qui se passait pendant ces simulations. Et une fois chaque simulation terminée, un débriefing collaboratif de 15 minutes était réalisé, donc avec des professionnels en santé, en art, mais aussi en psychologie. Et les premiers retours au sujet de l'improvisation théâtrale tout d'abord, qui émanait des étudiants en santé, ont permis de souligner l'intérêt de cette formation sur le plan personnel, professionnel, surtout pour développer les capacités de communication empathique. Et une majorité d'entre eux pensent d'ailleurs réutiliser les concepts et principes de l'improvisation avec des patients ou des aidants. Les étudiants en art ont aussi souligné l'intérêt particulier de l'improvisation, notamment pour incarner de manière réaliste des patients. Et concernant les simulations, les étudiants en santé ont souligné l'apport de l'aspect interdisciplinaire, tant pour le réalisme des simulations que pour la complémentarité des échanges en débriefing. Et ils ont estimé avoir développé des compétences autant pendant qu'ils observaient les simulations que pendant qu'ils passaient eux-mêmes. Les étudiants en art ont aussi indiqué que ça leur permettait en fait de se rendre compte qu'ils pouvaient incarner des rôles en dehors des théâtres.
Cette initiative a donc pour objectif d'accompagner, mais aussi de préparer les étudiants aux situations réelles de rencontre avec personnes en demande de soins, qui est donc l'équivalent de la présentation du film au public, de la sortie en salle. Donc finalement, depuis la fin d'année 2018, plusieurs sessions de simulation de ce type ont pu être testées, ont pu être améliorées au fur et à mesure, et nous serons bientôt en mesure de présenter des résultats sur les apports de ce type de formation, sur les capacités de communication, d'empathie, de prise de décision des étudiants, notamment dans le cadre de la thèse sur laquelle je travaille. Et il est alors possible d'envisager l'application de formation à l'improvisation à d'autres champs, tels que l'autonomie des patients, qui est le travail de collègues qui a démarré donc cette année. Et ça ouvre aussi la porte à de nouvelles méthodes de formation dans l'enseignement, par exemple. Donc je vous remercie de votre attention. Je tiens tout d'abord à remercier particulièrement les organisateurs de ces conférences, mais aussi Christina Mirati, Carole Salem, Marion Boudjier, mes deux directeurs de thèse, le professeur Maxime Gignon et le docteur Mathieu Incelin. Et puis je remercie également Magali Kiliko avec qui nous travaillons quotidiennement. Si vous avez des questions, je me ferai bien sûr un plaisir d'y répondre. Vous pouvez le faire donc sur la chaîne YouTube ou directement me contacter à cette adresse mail. Et donc je vous remercie de votre attention.